Merci beaucoup, Emmanuel. Moi, je dis à mon tour, mais en quelques mots rapides, la joie que nous avons d'être ici et d'être associés à cette initiative. La Fondation pour l'innovation politique s'engage ici apparemment sur des terres qui ne sont pas tout à fait les siennes. Il y a toute question suppose une série de compétences et il y a sur la question d'Alzheimer évidemment pour nous beaucoup à apprendre et nous ne sommes pas sur ce sujet-là porteurs d'une compétence particulière. Et nous sommes très heureux de nous associer à ce débat parce qu'à travers la question d'Alzheimer, et comme nous l'avons écrit ensemble sur le carton d'invitation, se jouent des enjeux qui ont trait aux notions de dépendance et de vulnérabilité. Et ça, ce sont sans doute des éléments qui nous permettent de considérer, même si je ne veux pas laisser de côté la singularité d'Alzheimer, qui nous permettent de considérer qu'il y a là une figure d'un problème qui se pose aujourd'hui dans notre société. Il y a Alzheimer bien sûr, mais il faut, on est tous en mesure de le faire, au-delà de ce cas, s'intéresser aussi à cette question qui nous est posée aujourd'hui de la dépendance et de la vulnérabilité. Et d'ailleurs, dans le livre qu'elle vient de publier, Corinne Pelluchon montre bien que le concept de vulnérabilité embrasse beaucoup plus que la maladie, beaucoup plus que cette maladie, beaucoup plus que la maladie, et est, à mon avis, un des concepts aujourd'hui avec lesquels nous allons travailler. Je voulais, Emmanuel, si vous êtes d'accord, vous donner quelques éléments de réflexion pour lancer la discussion que nous aurons ensemble avec un échange collectif. Et je voulais très, très simplement vous livrer la réaction qui peut être la mienne en tant que non spécialiste d'Alzheimer, quelqu'un qui ne travaille pas sur ce type de problème, sur ce champ, qui s'intéresse beaucoup plus à des questions de type politique ou de philosophie politique et de sciences sociales, et comment au fond je peux réagir intellectuellement à la question que pose ce type de maladie à notre société. Eh bien, ma première réaction, ce qui est pour moi le plus fort, le plus puissant, c'est l'étonnement à l'égard d'un mot que l'on emploie, et que nous avons d'ailleurs employé sur le carton d'invitation, qui est le mot de dépendance. C'est pour moi un étonnement réel, profond. Je voudrais vous dire en quelques mots pour quelle raison. Je comprends l'usage du mot, je sais ce qu'il veut dire. Je sais ce qu'il veut dire pour la personne qui est frappée par la maladie, je sais ce qu'il veut dire pour les proches, pour l'entourage, pour les entourages. Je n'ignore pas de quoi il est question. Mais cependant, faire société, c'est précisément dépendre. Nous dépendons les uns des autres. Et c'est ce qui permet de faire société. Il n'y a pas d'autre manière d'être pour l'humain que d'être en société. Et cet état, cet état naturel, social, cet état de politique née pour l'humain, est lié à cette impossibilité, par diverses raisons, à la fois fonctionnelles, affectives, émotionnelles, psychologiques, le désir de socialité dont parlaient les philosophes comme Grotius ou Pufendorf au XVIIe siècle, le désir de socialité, Grotius en particulier utilisait beaucoup cette notion qui est magnifique, crée un état naturel de dépendance. Et je ne veux pas jouer sur les mots, je veux simplement insister sur le fait que nous ne pouvons pas, sans nous interroger sur les conséquences, laisser dire que Alzheimer place les individus touchés directement ou leurs proches dans un état problématique de dépendance, puisque ceci désigne l'état général de la société, et je dirais même l'état heureux de la société.
qui est la manifestation, l'expression de notre relation les uns aux autres. C'est ce que la science sociale, dont moi je me nourris, a découvert, a formalisé. Il y a voilà, une centaine d'années, on pourrait citer un livre fameux d'Émile Durkheim, de la division du travail social, publié en 1893, qui montre que le fait social, c'est cette manière d'organiser notre dépendance les uns aux autres, de l'organiser. Nous sommes dépendants, si je puis dire, de la dépendance, et nous avons cette capacité de l'organiser. Et donc, je crois que nous devons nous étonner de l'usage de ce terme. Et il me semble que ce qui est désigné, que d'ailleurs parfois on trouve, mais sur quoi il faudrait probablement mettre davantage l'accent, ce qui est désigné, c'est la question de l'autonomie. Ça n'est pas la question de la dépendance. En tout cas, je revendiquerai, je proposerai de mettre l'accent sur l'autonomie. Et si on a pu entendre parler de droit à la dépendance, c'est une formule qui personnellement me gêne, parce qu'elle évoque un fait qui ne peut pas ne pas être. Le fait social fait que nous sommes dépendants, on ne peut pas ne pas être dépendants les uns des autres. De ce point de vue-là, ça ne peut pas constituer un droit. Si on le comprend dans un sens mineur, je crois qu'il est problématique d'imaginer un droit à être dépendant. En revanche, il me semble que ce que nous voulons évoquer ici, c'est plutôt un idéal d'autonomie et un droit à l'autonomie. C'est cela, en revanche, qui se trouve non pas dans toute société, mais dans nos sociétés progressistes, où historiquement, il faudrait développer ce point, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, la volonté que nous avons, nous, c'est l'humanité qui avance, qui travaille à son amélioration permanente. La volonté que nous avons de dépasser cette dépendance fonctionnelle pour en produire le support, pour en faire le support d'une autonomie, pour que nous puissions prendre appui sur la division du travail social, qui a une dimension très fonctionnelle, mais qui en réalité aménage des espaces de liberté et d'autonomie. Et donc c'est un travail qui mêle la dépendance et l'émancipation, qui mêle la dépendance et l'autonomie, et qui crée une relation sociale interindividuelle complexe, où les deux sont présents, dépendance et autonomie. Les deux sont présents. Il peut y avoir principalement de la dépendance, au sens où on ne peut pas se passer du soutien de l'autre, pour presque rien. Je veux dire pour presque aucune tâche. Mais il y a un cas, de ce point de vue-là, qui n'est pas problématique, et puis il y a un cas qui pose problème. Le cas qui n'est pas problématique dans les grandes généralités, mais qui est philosophiquement intéressant, c'est la dépendance de l'enfant. L'enfant, pour grandir, pour vivre, dépend presque entièrement de ceux qui le protègent, qui le préservent, qui vont faire son éducation. Mais cette dépendance-là, elle ne nous paraît pas problématique, parce que nous savons que se trouve inscrit dans l'horizon de cet enfant sa maturité, donc son autonomie. En tout cas, l'accès à une certaine autonomie. Et c'est pourquoi nous comprenons cette dépendance. Et même cette dépendance est destinée à produire l'autonomie de l'enfant. Elle est pensée pour ça. Et donc c'est une dépendance qui n'est pas contradictoire avec nos principes fondamentaux. Mais il en va différemment d'une dépendance qui apparaîtrait comme indépassable, sans horizon d'autonomie. Et ici, on peut imaginer que, il faudrait sans doute détailler, je ne suis pas compétent pour le faire, mais on peut imaginer que certaines formes de la maladie d'Alzheimer ou certains degrés de développement conduisent à cela. C'est-à-dire l'entrée dans une dépendance sans horizon d'autonomie. Et là, il y a effectivement une question qui se pose. Mais de mon point de vue, le problème, il n'est pas la dépendance, il est l'absence d'horizon d'autonomie.
qui fait que nous avons une trajectoire qui est celle de l'assujettissement. Et donc de la disparition, même possiblement, du sujet, non pas lui-même, il ne disparaît pas, mais dans le regard des autres, ou même dans la manière dont la société peut le considérer. Donc je voudrais, moi, insister sur cette dimension de l'autonomie et distinguer entre les degrés, il faudrait le faire de manière plus détaillée, les degrés de dépendance, les degrés d'autonomie. L'autonomie n'est que relative, on ne peut pas être véritablement autonome ou absolument autonome, en tout cas dans une société, mais au moins cette capacité à décider soi-même, à porter un jugement, à orienter son existence, à prendre des décisions pour ce qui la concerne. Et il me semble qu'ici nous avons une question qui ne se pose pas seulement aux personnes qui sont frappées par la maladie, qui peuvent être engagées dans un processus de perte de leur autonomie, et peut-être même à quelque chose qui pourrait ressembler par un effet de miroir, je dirais, les regards que l'on porte, hein, à un processus d'assujettissement. Mais cela touche évidemment, et les études que vous avez menées, Emmanuel Hirsch, dans le cadre de l'espace éthique que j'ai lu, sont de ce point de vue-là, les témoignages sont de ce point de vue-là très impressionnants et très éclairants. Cette espèce de contagion de la perte d'autonomie de proche en proche, comme un phénomène de capillarité. Le malade perd peu à peu de l'autonomie, mais aussi ses proches. Et donc ces 3 millions dont vous parliez dans votre introduction, qui se retrouvent aussi dans une situation de perte relative de leur autonomie. C'est-à-dire, de mon point de vue, encore une fois comme politologue, une altération assez fondamentale de notre projet social commun, qui est de maintenir un lien social fort, de vivre ensemble, et c'est pour ça qu'il faut de la dépendance. Vivre ensemble, mais permettre dans ce vivre ensemble que les individus déploient pour eux-mêmes leur autonomie autant qu'il est possible de le faire, sans remettre en cause le vivre ensemble. Et là, il y a quelque chose qui peut, si nous n'y prenions pas garde, je dis ça ici, vous êtes probablement, par votre présence ici, nous formons sans doute les publics les plus sensibles, les personnes les plus sensibles à ce type de problème. Donc à la limite, c'est ailleurs qu'il faudrait le dire, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est un enjeu majeur, puisque précisément, moi je le crois, tout notre projet de société, quelle que soit la société, je dirais dans le détail, on ne va pas citer telle ou telle nation, mais c'est un projet de société moderne, progressiste, hein, est ici, sinon menacé, du moins interrogé et remis en question. Et donc nous ne pouvons pas ne pas le considérer. Et il en suit, pour moi, la conclusion, j'arrêterai ici, pour après, si c'est possible, si nous avons le temps pour ne pas monopoliser la parole, je dirai un mot sur notre point, mais il y a ici un élément clé, et qui débouche sur des politiques publiques ou des décisions de politique pure. Si nous admettons que la maladie qui touche l'un, par effet de propagation, réduit l'autonomie des proches, il y a une vraie inégalité entre les individus dans la société. Selon qu'un proche est touché ou qu'il n'est pas touché par la maladie. Et donc nous voyons apparaître une inégalité devant l'autonomie, inégalité qui ne repose sur aucun fondement recevable, du type le mérite ou le talent, inégalité purement due au hasard. Ce que je crois qu'il faut poser en ces termes. Il n'y a pas d'autre détermination ici que le hasard, même si les spécialistes peuvent nous expliquer quels sont les chemins qui produisent l'apparition de la maladie ici et pas là. Mais il n'empêche que du point de vue de la société, il faut reconnaître seulement du hasard. Il n'y a pas de raison autre que celle-là pour expliquer ce résultat. Et conséquemment, il faut considérer que les différences qui apparaissent sont injustes. Et donc la société doit intervenir en tant que telle. Il y a là une obligation de socialisation de la conséquence. Il faut porter en partage la conséquence, même quand un de ses proches n'est pas touché.
on ne peut pas ne pas être impliqué dans l'engagement en faveur de ceux qui sont touchés, pour porter en partage cette dépendance, hein, la faire vivre comme une dépendance, mais là encore une fois qui fait qu'il y a un vivre ensemble, et limiter les effets de perte d'autonomie que la maladie peut entraîner.